Chapitre 3, la compétence du juge. Alors la compétence juridictionnelle, la compétence du juge sort du cadre strict de la procédure civile. Elle relève de la matière des institutions judiciaires, des institutions juridictionnelles. Mais il va de soi que compétences et procédures civiles sont intimement liées. Il ne servira à rien d'étudier la procédure civile si on ne disait pas quelques mots des règles qui vont déterminer l'aiguillage juridictionnel. Quel juge saisir pour connaître de tels litiges? C'est un préalable nécessaire à l'étude des règles de la procédure civile. En outre, l'incompétence d'une juridiction est un moyen de défense que nous avons déjà signalé. C'est une exception de procédure, une exception d'incompétence, ce qui fait le trait d'union entre les deux questions. Aussi, après avoir précisé la notion de compétence, on fera un bref rappel des règles de compétence juridictionnelle en matière civile, avant d'étudier enfin la portée de ces règles de compétence. Section première, donc, compétence et pouvoir juridictionnel. Alors la compétence ne doit pas être confondue avec le pouvoir de juger, ou pouvoir juridictionnel. Ce pouvoir juridictionnel, ce pouvoir de juger, a trait aux conditions et limites de l'office du juge par rapport à la question dont il a à connaître. Cette question du pouvoir renvoie à la fonction générique du juge, à la mission qui lui est impartie et qui consiste à trancher les litiges qui lui sont soumis par application de la règle de droit. Au fond, ce pouvoir juridictionnel, c'est le pendant du devoir de juger sous peine de déni de justice. C'est aussi la réponse au droit d'action qui appartient, on le sait, aux parties. En présence d'une demande, le juge, concrètement, doit se demander s'il est habilité à trancher cette question, s'il est investi par la loi du pouvoir nécessaire pour en connaître et pour donner solution au litige qui lui est soumis, pour faire droit ou pour rejeter la prétention dont il est saisi. Par exemple, si l'on saisit un juge des référés d'une demande, une demande par exemple de mesures conservatoires sur le fondement de l'article 809 devant le tribunal de grande instance, eh bien ce juge des référés devra commencer par vérifier que les conditions du prononcé de cette mesure seront réunies. Est-on en présence d'un péril imminent, une menace, que par application de l'article 809, il puisse prononcer cette mesure conservatoire? Autrement dit, est-ce que les conditions en sont réunies? Eh bien, répondre à cette question, c'est répondre à la question du pouvoir. Le juge doit se demander s'il a le pouvoir pour rendre la décision qui lui est demandée. Il doit, autrement dit, eh bien, réfléchir, s'interroger sur les limites de son office juridictionnel, de ses prérogatives de juger. Et cette question, eh bien, revient à opérer une comparaison entre la question qui lui est soumise et les prérogatives qui lui appartiennent. Est-ce qu'il peut décider de la chose qui lui est demandée? Cette question, c'est la question du pouvoir. Elle doit être strictement distinguée de la question de la compétence juridictionnelle. Et en effet, la compétence juridictionnelle répond à une toute autre question. En présence d'une prétention donnée, en présence d'une demande déterminée, quel est, parmi tous les juges institués pour connaître de ce genre de questions, quel est celui qui concrètement va pouvoir y répondre, va pouvoir apporter décision de justice? Autrement dit, la compétence juridictionnelle règle une question d'aiguillage, d'orientation vers le juge qui doit trancher le litige. Entre tous les juges institués par l'État français, pour raisonner sur la compétence territoriale ou la compétence matérielle interne, quel est celui qui va pouvoir trancher? Il ne s'agit plus pour le juge de s'interroger sur ses propres limites juridictionnelles, il s'agit de se demander si, étant supposé que ces limites juridictionnelles ne sont pas atteintes, eh bien c'est bien à lui, plutôt qu'à un autre investi des mêmes prérogatives, de trancher cette question. Alors cette question est très difficile, c'est une question qui est au fond assez abstraite, mais c'est une question qui pour autant est une question très importante, parce que la sanction
du défaut de pouvoir juridictionnel et la sanction de l'incompétence sont fort différentes. L'incompétence, on l'a déjà dit, est sanctionnée par une exception de procédure. Une exception d'incompétence dont on a vu qu'elle est strictement cadrée, que les conditions de son accueil sont sévèrement limitées. En revanche, le défaut de pouvoir ne sera pas sanctionné par une exception de procédure. Le défaut de pouvoir juridictionnel sera sanctionné par une fin de non-recevoir. Le juge n'est pas investi des prérogatives qui vont lui permettre d'apporter réponse au droit d'action des parties. Il y a donc une nécessité catégorique à distinguer entre les deux. Ceci étant dit, pour limiter notre propos à la compétence juridictionnelle, quelles sont les règles d'ordre général qui s'appliquent à cette compétence? C'est l'objet d'une section deuxième, la détermination générale de la compétence des juridictions. Alors commençons par rappeler une évidence, c'est que la compétence juridictionnelle doit être vérifiée sur deux plans. D'abord, il faut vérifier la compétence juridictionnelle par rapport au contenu de la matière litigieuse. Sur ce terrain du contenu de la matière litigieuse, quel est celui des juges qui est investi de la mission de trancher le litige? Autrement dit, dans le classement des différentes juridictions suivant leur fonction juridictionnelle, laquelle convient-il de saisir? C'est la question évidemment de la compétence matérielle ou compétence d'attribution des juridictions. C'est le premier plan. Second plan, par rapport à la localisation du litige. Quelle est, sur la carte judiciaire, la juridiction qu'il faudra saisir pour qu'elle puisse trancher le litige? Autrement dit, parmi toutes les juridictions nationales, on écarte ici les questions de compétences internationales. Parmi toutes les juridictions nationales, quelle est celle qui est géographiquement compétente? Et c'est la question, bien évidemment, de la compétence géographique, encore appelée compétence territoriale. Commençons, paragraphe 1er, par la compétence d'attribution. Au terme de l'article 33 du Code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Autrement dit, les règles qui gouvernent cette compétence d'attribution ne figurent pas dans le Code de procédure civile. Elles sont organisées dans un autre code, le Code de l'organisation judiciaire. Ce qui confirme, soit dit en passant, que la question ne relève pas stricto sensu de la matière de la procédure civile. Alors on sait que sous ce rapport de la compétence d'attribution, il faut distinguer pour ce qui concerne la première instance, la seule que j'envisagerai ici, entre le tribunal de grande instance, qui est la juridiction de droit commun, et les autres juridictions civiles, qui sont des juridictions d'exception. S'agissant, grand A, de la compétence d'attribution du tribunal de grande instance, je rappelle que le tribunal de grande instance dispose de deux séries de prérogatives juridictionnelles, de deux séries d'attributions, de deux séries de compétences matérielles. Tout d'abord, en tant que juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance dispose d'une compétence de principe pour connaître des affaires dont la compétence n'a pas été dévolue par la loi à une autre juridiction, dont la compétence n'a pas été attribuée à un autre juge. C'est ce qui ressort de l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire. Autrement dit, cette compétence du tribunal de grande instance, cette compétence de principe, c'est au fond une compétence résiduelle, une compétence par défaut. À chaque fois que la loi n'aura pas attribué compétence à un juge particulier, la compétence en reviendra au juge, au tribunal de grande instance. Précisément, la compétence pour connaître d'un litige, d'une affaire, peut lui être retirée au profit d'une autre juridiction, d'exception par conséquent, pour deux raisons. En raison de la nature du litige ou en raison du montant de la demande. En raison de la nature du litige, en raison de la nature de l'affaire. Par exemple,
Les litiges commerciaux relèvent en principe de la compétence du tribunal de commerce. Les litiges individuels du travail ou des contrats d'apprentissage relèvent de la compétence des conseils de prud'homme. Les litiges relatifs aux baux ruraux relèvent du tribunal paritaire des baux ruraux. Toutes ces juridictions ont des compétences d'attribution spéciales. Ce sont des juridictions d'exception. Leurs compétences résultent ici de la nature de l'affaire. La compétence, on l'a dit, peut être aussi soustraite à la connaissance du tribunal de grande instance, non plus en raison de la nature de l'affaire, mais en raison du montant de la demande. On suppose donc que, par sa nature, l'affaire n'est pas soustraite à la compétence du tribunal de grande instance. C'est par exemple une action personnelle ou mobilière. Eh bien, quand bien même, compétence peut encore être dévolue par exception à une autre juridiction en raison du montant de la demande. C'est ce qu'on appelle le taux du litige. On parle encore de taux de compétence. Et ce taux, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, est actuellement fixé à 10 000 €. Autrement dit, le tribunal de grande instance ne sera normalement compétent pour connaître d'une action personnelle ou mobilière que lorsque le montant de cette demande dépasse 10 000 €. En deçà et jusqu'à ce seuil, la compétence appartiendra au tribunal d'instance ou aujourd'hui encore au juge de proximité. S'agissant de l'appréciation de ce montant, des règles spécifiques sont édictées par le Code de procédure civile, notamment en cas de pluralité des demandes. Je renvoie à cet égard aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Autre compétence juridictionnelle du tribunal de grande instance. Par ailleurs, en effet, le tribunal de grande instance dispose de compétences qui sont des compétences cette fois-ci exclusives dans certaines matières. C'est ce qui ressort des articles L et R 211.4 du Code de l'organisation judiciaire. Et en effet, un certain nombre de matières, un certain nombre de questions sont exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance, sans qu'il y ait lieu cette fois par conséquent à s'interroger sur le montant de la demande, sur le taux du litige, sur le taux de la compétence. C'est dire que dans ces matières, toute autre juridiction que le tribunal de grande instance doit décliner sa compétence, quel que soit, encore une fois, le montant. Elle doit, cette juridiction, surseoir à statuer et attendre la décision du tribunal de grande instance, puisque celui-ci a compétence exclusive pour en connaître. Alors, en ces matières, le taux du litige n'est donc pas essentiel, mais pour autant, le montant des demandes n'est pas sans intérêt. Et en effet, la question se pose de savoir, dans ces matières comme dans celles qui relèvent des attributions ordinaires générales du tribunal de grande instance, si la décision qui sera rendue en premier ressort seulement, ou en premier et dernier ressort. Autrement dit, sera-t-elle jugée à charge d'appel ou non? Eh bien, c'est la question du taux du ressort. Et cette question du taux du ressort est aujourd'hui réglée de manière unitaire par les textes du Code de procédure civile, quelles que soient les différentes juridictions civiles, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux et même conseil de prud'homme. Devant toutes ces juridictions, le taux du ressort est fixé à 4 000 €. Autrement dit, si la demande est inférieure ou égale à ce montant, 4 000 €, eh bien la demande sera jugée en dernier ressort. L'appel ne sera pas recevable. Seul un pourvoi en cassation pourra être exercé. Si en revanche, la demande est supérieure à ce montant de 4 000 €, eh bien elle sera jugée à charge d'appel cette fois. Ceci étant dit, reste alors à déterminer ces matières, qui sont déterminées par la loi et les règlements et qui relèvent la compétence exclusive du tribunal de grande instance. D'une manière générale, pour ne pas entrer dans les détails, disons que ce sont des matières d'une particulière gravité. Et par exemple, ce sont d'abord les litiges qui intéressent l'état des personnes, qui intéressent le droit de la famille, état civil, mariage, divorce, filiation, adoption, déclaration d'absence. Ce sont encore, toujours pour la même raison, certains litiges relatifs aux biens. Et ainsi, toutes les actions immobilières sont de la compétence du tribunal de grande instance. La matière successorale, la matière des régimes matrimoniaux également. Ce sont encore certains contentieux professionnels, et par exemple les litiges relatifs aux baux commerciaux,
les litiges relatifs aux brevets. Ce sont enfin des questions qui touchent à l'ordre public. Et par exemple, une grande partie du contentieux des procédures collectives relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Voilà pour les compétences du tribunal de grande instance.